Tu veux que je te révèle le secret clinique qui dérange un peu le grand marché des promesses romantiques? Le voici. Tu n'attires pas ce que tu répètes mécaniquement devant un miroir. Tu attires surtout ce que ton cerveau apprend à considérer comme possible, acceptable et digne de toi. Et si tu restes avec moi jusqu'au bout, je vais te montrer pourquoi 3 jours de dialogue intérieur peuvent déjà modifier quelque chose de très concret, la manière dont tu regardes, choisis, réponds, refuses, demandes, et parfois même la manière dont les autres te traitent. Ce n'est pas de la magie. C'est beaucoup plus intéressant que la magie parce que tu peux le vérifier. Avant d'aller plus loin, abonne-toi si tu veux qu'on continue ce travail ensemble et dis-moi en commentaire si un jour tu as déjà pensé je sais ce que je devrais faire. Mais au moment décisif, je redeviens la femme que j'étais il y a 10 ans. Cette phrase, je l'entends souvent sous des formes différentes. Elle raconte une chose simple. Comprendre ne suffit pas toujours. Il faut aussi apprendre à se parler autrement au moment où l'ancien automatisme revient. Et si ce que je vais te dire aujourd'hui résonne en toi, sache que j'ai rassemblé ce travail dans un e-book que j'appelle Briser par Design. Il prolonge exactement ce que nous allons faire ici, avec des exercices concrets pour reprendre ta place sans te brutaliser. Tu trouveras le lien pour l'obtenir dans la description ou dans le commentaire épinglé juste en dessous. Je veux commencer par détruire un malentendu. Quand on dit parle-toi ainsi pendant 3 jours et commence à attirer tout ce que tu désires, beaucoup imaginent qu'il suffit de prononcer les bonnes phrases pour que la vie se transforme en service de livraison émotionnelle. On commande de l'amour, une promotion, la paix intérieure, un homme disponible, une belle peau, un compte bancaire soulagé, et l'univers sonne à la porte avant 10 à 8 heures. Ce serait pratique. Malheureusement, l'univers a visiblement des problèmes de logistique. Ce qui change vraiment, c'est ton filtre. Ton cerveau ne traite pas tout. Il sélectionne, il hiérarchise, il amplifie ce qui lui paraît important et ignore une quantité énorme d'informations. Si tu te répètes depuis des années je suis trop vieille pour recommencer, à mon âge on ne rencontre plus personne, si je dis non on va m'abandonner, tu ne fais pas qu'exprimer une opinion. Tu entraînes ton attention à chercher des preuves qui confirment cette opinion. Voilà le premier piège, le biais de confirmation. Nous adorons les preuves qui nous donnent raison, même quand elles nous rendent malheureuses. Je vais te demander quelque chose de très simple. Pendant quelques secondes, repense à une décision que tu n'as pas prise parce que tu t'es dit « ce n'est pas pour moi ». Pas parce que c'était dangereux, pas parce que c'était impossible, juste parce qu'une voix en toi avait déjà prononcé le verdict. Tu vois cette voix? Elle parle souvent avec une autorité étonnante pour quelqu'un qui n'a jamais passé d'examen de magistrature. Le premier changement consiste à ne plus confondre une pensée avec une vérité. En thérapie cognitive, c'est une base. Une pensée peut être persuasive, répétitive, ancienne, émotionnellement chargée et rester fausse. Elle peut aussi être partiellement vraie mais utilisée de manière injuste. J'ai été quitté est un fait. Je ne suis pas aimable est une interprétation. J'ai échoué dans cette relation décrit une expérience. Je gâche tout ce que je touche. Transforme une expérience en identité. Le cerveau adore ce raccourci parce qu'il économise de l'énergie. Toi, tu en paies le prix. Alors voici la première manière de te parler pendant 3 jours. Non pas tout va bien, je suis extraordinaire, tout vient à moi. Si tu ne le crois pas, ton cerveau lève les yeux au ciel. Dis plutôt, ce que je pense maintenant est une hypothèse, pas un jugement définitif. Cette phrase est moins spectaculaire, mais elle ouvre une porte. Et une porte ouverte change parfois plus une vie qu'un feu d'artifice verbal. J'imagine une femme que j'appellerais Claire. 56 ans, 2 enfants adultes, un divorce après 27 années de mariage. Elle me dit « Je ne sais pas pourquoi je me sens invisible ». Je lui demande « Invisible pour qui ?» Elle répond « Pour tout le monde ».
Puis nous regardons sa semaine. Une collègue lui propose un café, elle décline parce qu'elle est fatiguée, une amie l'invite à un dîner, elle refuse parce qu'elle ne connaît personne, un homme lui sourit à la librairie, elle détourne les yeux parce qu'elle suppose qu'il regarde quelqu'un derrière elle, et le dimanche soir, elle conclut: Tu vois, personne ne me voit. Le cerveau est parfois un excellent avocat de la partie adverse. Ce que Claire devait attirer n'était pas d'abord un homme, c'était une nouvelle qualité d'attention. Elle devait commencer à remarquer les ouvertures au lieu de compter seulement les absences. Voilà ce que j'appelle une forme d'amour rationnel. Ne pas nier la douleur, ne pas s'inventer des signes, mais regarder la réalité entière. La réalité entière est presque toujours moins cruelle que la version construite par notre peur. Tu peux faire un exercice dès aujourd'hui. Prends une feuille et trace 2 colonnes. À gauche, ce que ma peur dit, à droite, ce que les faits montrent. Exemple, ma peur dit que je vais finir seul. Les faits montrent peut être que tu as 3 amis solides, une sœur qui t'appelle, un voisin sympathique, des occasions de sortir que tu refuses parfois, et aucune preuve fiable de ce que sera ta vie dans 3 ans. Tu ne dois pas fabriquer de l'optimisme, tu dois simplement rétablir le dossier complet. Pourquoi 3 jours? Parce que 3 jours ne suffisent pas à remodeler toute une vie et je me méfie des promesses qui ressemblent à des garanties de lave-vaisselle. Mais 3 jours suffisent pour observer un mécanisme. 3 jours, c'est assez court pour ne pas te décourager et assez long pour repérer tes phrases automatiques. Tu vas entendre ce que tu te dis au réveil, devant le miroir, en ouvrant ta messagerie, après une remarque, avant de demander quelque chose, au moment de poser une limite. Et ce que tu vas découvrir pourrait te surprendre. Nous sommes parfois plus brutales avec nous-mêmes qu'avec des personnes que nous n'aimons même pas. Le matin du premier jour, ne cherche pas à te motiver. Observe. Voilà tout. Tu te réveilles et tu écoutes la première phrase qui surgit. Je suis déjà fatigué. Encore une journée? Je n'ai aucune envie. Il faut que je me dépêche. Note-la. Puis, demande-toi, si une amie que j'aime commençait sa journée ainsi, que lui dirais-je? Tu ne lui répondrais probablement pas oui et franchement, regarde ta tête. Pourtant, certaines femmes ont exactement cette conversation intérieure avant même le café. Il y a ici quelque chose de très concret au niveau du cerveau. Les circuits que nous utilisons souvent deviennent plus accessibles. On parle de neuroplasticité. Le mot impressionne, mais l'idée est presque domestique. Le cerveau apprend par répétition. Si tu empruntes toujours le même chemin dans un champ, l'herbe finit par s'aplatir. Les pensées répétées font un peu la même chose. Elles deviennent les sentiers rapides. Le but des 3 jours n'est pas de construire une autoroute neuve, il est de commencer à marcher ailleurs. La phrase du premier matin pourrait être: Aujourd'hui, je ne vais pas me traiter comme une ennemie. Remarque la nuance. Tu ne dis pas que tu vas être parfaite. Tu ne promets pas d'aimer chaque détail de ton corps, de ton passé et de ton caractère avant midi. Tu poses une règle minimale, ne pas ajouter de violence inutile à ce qui est déjà difficile. C'est une forme de dignité psychologique. Beaucoup de femmes me diraient mais si je suis trop douce avec moi-même, je vais me laisser aller. Voilà un vieux mythe. Nous confondons souvent exigence et maltraitance. L'exigence dit tu peux faire mieux, recommence. La maltraitance dit tu es nul, évidemment que tu as encore raté. L'une mobilise, l'autre épuise. On ne transforme pas un être humain durablement en l'humiliant tous les matins. Même les plantes poussent mal si tu leur cries dessus. Et elles ont pourtant un système nerveux beaucoup moins susceptible. À midi, le premier jour, je veux que tu surveilles un autre moment, celui de la comparaison.
Tu vois une femme plus mince, plus riche, plus aimée, plus libre, plus jeune, plus cultivée, plus souriante sur les réseaux. En 3 secondes, ton cerveau fait un montage complet et conclut que sa vie est meilleure que la tienne. Il compare tes coulisses à sa vitrine. C'est une erreur de méthode, pas une vérité sur ta valeur. La bonne phrase est: son existence ne retire rien à la mienne. Répète-la sans emphase. Une femme heureuse n'est pas une preuve de ton échec. Une amie qui rencontre quelqu'un à 60 ans ne t'a pas volé ta chance. Une collègue promue ne rend pas ton parcours ridicule. Il y a une immense liberté à sortir de cette économie imaginaire où le bonheur des autres serait prélevé sur ton compte. Le soir, regarde ce que tu as fait plutôt que seulement ce que tu n'as pas fait. Notre cerveau a un biais de négativité. Il repère plus facilement ce qui menace, manque, déçoit. C'est utile pour survivre dans un environnement dangereux, c'est moins utile pour évaluer une journée moderne. Tu peux avoir reçu 5 marques d'affection et ruminer 3 heures sur un message sec. Tu peux avoir accompli 10 choses et t'endormir en pensant à la 11e. Le cerveau fait son métier de gardien. À toi de lui rappeler qu'il n'est pas le directeur général de ta vie. Je te propose un rituel de 2 minutes. Avant de dormir, formule 3 phrases. Aujourd'hui, j'ai affronté. Aujourd'hui, j'ai respecté. Demain, je veux essayer. Pas 3 gratitudes obligatoires si cela t'agace. 3 observations honnêtes. J'ai affronté un appel que je repoussais, j'ai respecté ma fatigue et je suis rentré tôt. Demain, je veux demander clairement ce dont j'ai besoin. Voilà une conversation adulte avec soi-même. Tu remarqueras être que je parle beaucoup de respect et peu de fascination pour soi. C'est volontaire. L'estime de soi n'exige pas de se trouver extraordinaire. Elle exige de ne pas se traiter comme si notre valeur dépendait du résultat du jour. L'amour sain commence là. Dans la relation à soi, comme dans la relation aux autres, il existe une différence immense entre être admiré et être respecté. Et maintenant, une question un peu inconfortable, hein, combien de fois as-tu accepté quelque chose que tu ne voulais pas pour ne pas risquer de déplaire? Un repas, une visite, une relation ambiguë, un service, une remarque, une disponibilité permanente? Le dialogue intérieur agit ici comme un contrat invisible. Si tu te dis mes besoins dérangent, tu apprendras à les cacher. Si tu te dis dire non est égoïste, tu laisseras les autres décider du prix de ton temps. C'est là que commence souvent ce que j'appelle l'amour irrationnel, celui où l'on pense que souffrir beaucoup prouve qu'on aime beaucoup. Non, souffrir prouve que l'on souffre. Parfois l'amour est présent, parfois non. Ne confondons pas les catégories. Si tu marches 3 kilomètres avec une chaussure trop petite, ta douleur ne prouve pas que tu aimes la chaussure. Elle prouve surtout qu'il serait temps de changer de pointure. Le deuxième jour, nous allons travailler sur la phrase qui précède les comportements. Parce qu'un comportement est rarement isolé, il arrive avec une micro-pensée. Juste avant d'envoyer ce message de trop, il y a peu, être. Si je ne relance pas, il va m'oublier. Juste avant d'accepter une critique injuste, si je me défends, il va partir. Juste avant de renoncer à une opportunité, je vais être ridicule. Ces phrases durent parfois une seconde, mais elles dirigent ensuite 1 heure, une semaine, parfois une année. Je voudrais que tu ralentisses le film, pas toute la journée. Seulement au moment de tension, quand tu sens l'envie urgente d'agir, demande-toi: quelle phrase vient de passer dans ma tête? C'est un geste très simple, il transforme une réaction automatique en objet d'observation, et dès qu'une pensée devient observable, elle perd un peu de son pouvoir absolu. Imagine Sophie, 61 ans, elle entretient depuis 2 ans une relation avec un homme qui disparaît régulièrement plusieurs jours. À chaque retour, il est tendre. À chaque disparition, elle s'effondre. Elle dit: quand il revient, je sens que nous avons quelque chose d'unique. Je lui demande: et quand il part? Elle répond: je me dis que j'ai dû faire quelque chose de travers. Tu vois le mécanisme?
L'inconstance de l'autre devient une accusation contre soi. La dopamine joue parfois un rôle intéressant dans ces relations irrégulières. Notre système de récompense réagit fortement à l'anticipation et à l'incertitude. Une récompense imprévisible peut devenir très captivante. Le message qui arrive après 3 jours de silence peut produire un soulagement disproportionné. On appelle ça de l'intensité. Mais l'intensité n'est pas forcément de l'intimité. Il faut retenir cette phrase. Elle peut éviter quelques années de confusion. L'attachement sécurisé, lui, ressemble souvent moins à un feu d'artifice. Il ressemble davantage à une lumière qui reste allumée. Quelqu'un répond de manière suffisamment cohérente, tient parole la plupart du temps, accepte les discussions difficiles, ne te punit pas pour tes limites. Au début, certaines personnes, habituées au chaos, trouvent cela presque ennuyeux. C'est un problème fréquent. Notre système nerveux peut confondre l'alarme avec la passion. Alors, deuxième phrase à pratiquer, ce qui m'obsède n'est pas forcément ce qui me convient. Elle est très importante. Nous avons parfois appris à choisir selon l'intensité de notre activation émotionnelle. Or, un cœur accéléré peut signaler du désir, de la peur, de l'incertitude, ou un café pris trop vite. Il faut un peu plus d'enquête avant de baptiser cela destin. Je ne te demande pas de devenir froide. Se détacher n'est pas se désintéresser. Se détacher, c'est cesser de remettre sa stabilité mentale dans les mains de quelqu'un qui change d'humeur toutes les 6 heures, c'est aimer sans s'abandonner, c'est pouvoir dire « Je tiens à toi, mais je ne vais pas me trahir pour conserver ta présence ». Voilà une phrase adulte. Elle coûte parfois cher à prononcer, mais le silence coûte souvent davantage. À ce stade, tu pourrais penser « Très bien, mais comment attirer ce que je désire ?» Je vais te répondre autrement. Commence par arrêter d'attirer ce que tu ne veux plus, non pas par magie, par sélection, par limite, par clarté. Si tu ne réponds plus aux messages envoyés uniquement à minuit quand l'autre s'ennuie, tu modifies le type de relation que tu rends possible. Si tu refuses les conversations humiliantes, tu modifies le prix d'accès à ta présence. Si tu te présentes aux endroits où vivent les personnes, les projets et les expériences qui t'intéressent, tu augmentes les probabilités concrètes. Le cerveau adore les formules mystiques parce qu'elles évitent une partie désagréable, l'action. Dire « je manifeste une relation saine » est agréable. Dire « je vais quitter cette relation incohérente, même si j'ai peur du vide » est moins glamour. Pourtant, c'est souvent là que la manifestation devient réelle. Au moment où tu cesses de négocier avec ce qui te détruit, ne collectionne pas les amours toxiques comme si chaque nouvel épisode devait enfin réparer le précédent. Ce n'est pas un album de timbres. Si un schéma se répète, il faut s'intéresser au mécanisme de sélection. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu excuses trop vite? Qu'est-ce que tu appelles potentiel alors que c'est simplement de l'indisponibilité? Qu'est-ce que tu interprètes comme caractère fort alors qu'il s'agit peut-être de mépris? Le dialogue intérieur peut devenir ici un filtre protecteur. À chaque rencontre, au lieu de demander seulement « est-ce qu'il me plaît ?», ajoute « comment est-ce que je me sens après l'avoir vu ?» Apaisé, confuse, respecté, en attente, libre d'être toi-même, obligé de performer. Beaucoup de femmes ont été éduquées à évaluer si elles plaisent, pas si elles sont bien traitées. Il est temps d'ajouter la deuxième moitié du questionnaire. Tu peux même faire un petit test pendant 3 jours. Chaque fois qu'une personne importante te laisse dans une émotion forte, note 3 choses. Ce qui s'est réellement passé, ce que tu as interprété, ce dont tu as besoin maintenant. Exemple, il n'a pas répondu depuis hier. J'interprète qu'il se désintéresse. J'ai besoin de clarté et de ne pas passer ma soirée à surveiller mon téléphone. Cette séparation entre fait, interprétation et besoin est extraordinairement utile, parce que nos biais cognitifs adorent remplir les blancs. Nous lisons dans les pensées, nous prédisons l'avenir, nous catastrophons.
il n'a pas répondu devient il ne m'aime plus, puis personne ne m'aimera, puis je vais finir seul avec une plante verte qui me juge. Le cerveau peut voyager très loin avec très peu de carburant. Lorsque tu surprends cette escalade, dis je reviens au fait, 3 mots, cela suffit. Revenir au fait ne signifie pas nier ton intuition. Cela signifie lui donner sa juste place. Une intuition peut être un signal à examiner, pas un verdict à exécuter sans procès. Le deuxième soir, je veux que tu regardes une autre forme de langage, les toujours et les jamais. Je rate toujours mes relations. Je ne rencontre jamais personne de bien, on profite toujours de moi. Ces mots donnent une sensation de certitude et créent de l'impuissance. Remplace-les par une formulation temporelle. Jusqu'à maintenant, j'ai souvent choisi des relations qui ne me convenaient pas. Tu entends la différence? Jusqu'à maintenant laisse exister demain. C'est une petite modification linguistique, mais elle change la position psychologique. La première phrase t'enferme dans une identité, la seconde décrit un historique. Or, un historique peut être étudié, compris, corrigé. Tu n'es pas ton historique. Tu es aussi la personne qui peut commencer à l'interrompre. Il y a un moment où beaucoup de femmes se demandent et si je me parle autrement, est-ce que je ne vais pas simplement me raconter des histoires? Excellente question. Je préfère 1000 fois cette prudence à une positivité forcée. La réponse est oui, tu peux te raconter des histoires si tu remplaces une croyance négative par une affirmation irréaliste. C'est pour cela que je préfère les phrases crédibles. Au lieu de je suis irrésistible, essaye je n'ai pas besoin d'être irrésistible pour être aimé. Au lieu de tout vient facilement à moi, essaye je peux apprendre à reconnaître et saisir davantage d'occasions. Au lieu de je n'ai peur de rien, dis je peux agir même avec une part de peur. Voilà des phrases que le cerveau peut utiliser. Elles n'exigent pas qu'il avale un mensonge avec le sourire. Le troisième jour est celui où nous passons de l'observation à l'engagement. Tu vas choisir une phrase qui n'est pas seulement douce mais directionnelle. Une phrase qui modifie un comportement. Par exemple, aujourd'hui je vais me comporter comme quelqu'un dont les besoins ont de la valeur. Puis tu regardes ce que cela change. Peut être que tu demandes de l'aide, peut être que tu refuses une invitation, peut être que tu prends un rendez-vous, peut être que tu arrêtes de répondre immédiatement à tout le monde. L'intérêt de cette phrase est qu'elle ne demande pas est-ce que je me sens digne. Elle dit je vais agir comme si ma dignité était un fait. Les émotions suivent parfois l'action. Nous attendons souvent de nous sentir prêtes pour agir, alors qu'une partie du sentiment de préparation apparaît après les premiers pas. C'est frustrant, je sais. Nous aimerions recevoir la confiance avant le courage. Le cerveau fait parfois la livraison dans l'ordre inverse. Regarde ce qui se passe dans l'estime de soi. Quand tu tiens une petite promesse envers toi-même, tu produis une information nouvelle. Je peux compter sur moi. Et cette information a beaucoup de valeur. L'estime ne vient pas seulement de compliments, elle se construit aussi par la fiabilité interne. Si tu te promets chaque semaine de te protéger puis que tu cèdes à la première pression, tu apprends que tes propres paroles ne comptent pas. Si tu tiens une limite modeste, tu répares ce contrat. Je te propose donc un défi de 24 heures. Choisis une promesse minuscule et tiens-la, pas je vais transformer ma vie, quelque chose de presque banal, je marcherai 20 minutes, je n'enverrai pas ce message avant demain, j'appellerai cet ami, je mangerai assise, sans écran, je dirai non à une demande que je n'ai pas la capacité d'accepter. Ce qui compte n'est pas la grandeur de la promesse, c'est l'expérience de cohérence. Tu vois pourquoi je parle d'attirer? Parce que lorsque tu changes ta manière de te traiter, tu changes aussi les signaux que tu envoies. Quelqu'un qui se respecte davantage ne devient pas magiquement inaccessible aux personnes toxiques, mais elle les repère plus vite. Elle tolère moins longtemps certaines ambiguïtés. Elle pose des questions plus tôt, elle quitte plus vite ce qui l'abîme, elle se rend plus disponible pour ce qui est cohérent. Le monde extérieur ne devient pas soudainement parfait.
Ton seuil d'acceptation change. Et cela peut donner l'impression que tout arrive. En réalité, une partie de ce qui arrive existait déjà autour de toi, mais tu ne le choisissais pas, tu ne le voyais pas ou tu ne croyais pas pouvoir le recevoir. Il y a quelques années, une patiente fictive, que j'appellerais Nadine, aurait pu me dire: je rencontre toujours des hommes qui veulent être sauvés. 53 ans, brillante, généreuse, toujours disponible, elle tombait amoureuse de projets humains. Un homme endetté, un autre empêtré dans une séparation interminable, un troisième pas prêt depuis 4 ans. Elle disait: j'ai beaucoup d'empathie. Je lui répondrais: très bien. Mais l'empathie n'oblige pas à devenir un service après-vente affectif. Son travail n'aurait pas été de devenir moins généreuse. Il aurait été de séparer compassion et responsabilité. Elle pouvait comprendre la souffrance d'un homme sans devenir la solution à sa vie. Elle pouvait écouter sans financer, soutenir sans porter, aimer sans réparer, et surtout, elle pouvait se dire: je ne dois pas mériter l'amour en devenant indispensable. Cette phrase aurait touché le cœur du schéma. Peut être que toi aussi, tu as appris très tôt que l'amour se gagne en étant utile. Tu étais la fille raisonnable, celle qui faisait peu de bruit, celle qui aidait, apaisait, anticipait. Plus tard, tu es devenue la femme qui devine les besoins avant qu'on les formule. Tout le monde apprécie. Et toi, tu t'épuises. Puis, un jour, tu te demandes pourquoi personne ne prend soin de toi avec la même précision. La réponse n'est pas que tu as trop aimé, c'est souvent que tu n'as pas assez montré ce dont toi tu avais besoin. Quand tu anticipes tout, tu empêches aussi parfois les autres d'apprendre à te rencontrer. L'amour rationnel n'est pas une comptabilité froide, c'est une relation où deux réalités existent, pas une personne centrale et l'autre qui s'adapte constamment. Voici donc une phrase essentielle pour le 3e jour: je peux être aimante sans être disponible à tout. Dis-la à voix haute. Tu vas peu être sentir une résistance. Mais si je change, ils vont dire que je deviens égoïste, peut être. Les personnes qui bénéficiaient de ton absence de limite peuvent trouver tes limites très gênantes. Leur inconfort n'est pas une preuve que tu fais quelque chose de mal. Une frontière saine a quelque chose de presque comique. Elle révèle très vite qui respectait ta bonté et qui exploitait ton absence de refus. Tant que tu dis oui, tout le monde a l'air charmant. Le caractère se révèle souvent au premier non. Je voudrais maintenant te parler de désir, pas seulement du désir amoureux, du désir de vivre autrement. À 50, 55, 60 ans, certaines femmes ont une étrange impression. Elles pensent qu'elles doivent choisir entre accepter la vie telle qu'elle est ou devenir ridicule en voulant encore quelque chose de nouveau. C'est faux. Le désir n'a pas d'âge administratif. Tu peux vouloir apprendre une langue, rencontrer quelqu'un, voyager seul, changer de métier, reprendre des études, faire du théâtre, danser, t'acheter une robe rouge sans demander la permission à ta famille ou simplement dîner en paix. La question n'est pas: est-ce raisonnable de désirer? La question est: quel prix concret suis-je prête à payer pour donner une chance à ce désir? Temps, inconfort, apprentissage, refus, argent parfois, exposition à l'échec. Le désir adulte accepte un prix. Le fantasme exige une livraison gratuite. Le dialogue intérieur peut aider à passer du fantasme au projet. Compare: j'aimerais être plus entouré, et cette semaine, je propose un café à 2 personnes. Je voudrais rencontrer quelqu'un et je crée une occasion sociale réelle dans les 7 prochains jours. Je veux retrouver confiance et je fais une chose que j'évite depuis 1 mois. La parole devient utile lorsqu'elle génère une expérience. C'est là qu'un autre mécanisme entre en jeu. La dopamine n'est pas simplement la molécule du plaisir, comme on l'entend souvent. Elle participe notamment à la motivation, à l'anticipation, à l'apprentissage des récompenses. Quand tu avances
vers un objectif concret, même petit, ton cerveau reçoit des signaux qui soutiennent l'engagement. Le problème est que les récompenses rapides du téléphone, des messages, des likes et des scénarios imaginaires peuvent parfois concurrencer des projets plus lents. Tu peux passer 1 heure à imaginer une nouvelle vie et te sentir momentanément stimulé sans faire le seul appel qui changerait quelque chose. Nous sommes des créatures capables de confondre préparation et progression. Faire une liste n'est pas toujours agir. Regarder 10 vidéos sur la confiance n'est pas nécessairement poser une limite. Lire sur l'amour sain ne remplace pas une conversation difficile. Oui, je suis en train de te dire cela dans une vidéo sur l'amour sain. L'ironie ne m'échappe pas. Alors, utilise ce contenu comme un tremplin, pas comme un fauteuil. À la fin, tu devras faire quelque chose, une action minuscule mais vérifiable. Sinon, tout cela restera une belle expérience mentale. Et tu mérites mieux qu'une belle expérience mentale. Tu mérites une expérience vécue. Maintenant, j'aimerais que tu examines la façon dont tu parles de ton corps. Parce qu'après 45 ou 50 ans, beaucoup de femmes me décrivent une rupture. Elles regardent leur visage et disent « je ne me reconnais plus ». Elles voient les changements comme des preuves de perte. Le corps devient un adversaire, un dossier de comparaison, parfois une source de honte. Je ne vais pas te demander d'aimer chaque ride. Ce serait une nouvelle obligation. Je te propose mieux, cesse de parler de ton corps comme d'un objet qui doit réussir un concours. Ton corps est aussi l'endroit depuis lequel tu as traversé des années, élevé peu, être des enfants, travaillé, aimé, perdu, guéri, dormi trop peu, recommencé. Il a une histoire, il n'est pas seulement une surface. La phrase à essayer est « Mon corps n'a pas besoin de ressembler à mon passé pour mériter mon respect aujourd'hui ». Tu peux vouloir prendre soin de lui, le renforcer, changer certaines habitudes, consulter, te maquiller, t'habiller comme tu veux, mais fais-le depuis le respect, pas depuis la punition. Les mêmes comportements prennent un sens très différent selon l'endroit psychologique d'où ils partent. Il existe aussi un biais cruel. Nous voyons notre propre vieillissement en continu, mais nous comparons parfois notre présent à une photographie mentale fixe de nous-mêmes à 35 ans. C'est un duel truqué. Personne ne peut gagner contre une image immobile du passé. La vraie question est, est-ce que je peux devenir une version vivante de moi maintenant plutôt qu'une copie ratée de moi autrefois ? Pour attirer une vie plus large, il faut parfois arrêter de regarder en permanence la porte qui s'est fermée. Je ne dis pas d'oublier, je dis de réorganiser l'attention. Le deuil a besoin de temps, mais il peut devenir un domicile si nous n'y prenons pas garde. Une séparation, une trahison, un licenciement, le départ des enfants, la fin d'une époque, tout cela mérite d'être senti. Mais aucune perte n'a le droit automatique d'occuper toute la surface de ton avenir. Je veux te raconter l'histoire de Marianne non changée, 59 ans. Après une rupture, elle continuait à relire les anciens messages. Elle disait « Je veux comprendre ». 6 mois plus tard, elle cherchait encore la phrase qui expliquerait tout. Or, parfois, il n'existe pas de phrase. Il existe un ensemble de comportements suffisamment clairs. L'autre n'a pas su, pas voulu ou pas pu construire avec toi. Chercher une explication parfaite peut devenir une manière sophistiquée de rester lié. Je lui aurais proposé cette formule « Je peux ne pas tout comprendre et quand même avancer ». C'est une phrase très libératrice. Nous croyons qu'il faut résoudre entièrement le passé avant d'entrer dans le futur. Non, certaines énigmes restent incomplètes. La maturité consiste aussi à accepter qu'une absence de réponse est parfois la réponse disponible. Se détacher n'est pas se désintéresser, je le répète, parce que beaucoup confondent distance et froideur. Tu peux garder de la tendresse pour quelqu'un et ne plus lui donner accès à ton équilibre. Tu peux souhaiter le meilleur à une personne et cesser de vérifier ses réseaux. Tu peux reconnaître ce que cette relation t'a apporté et décider qu'elle ne peut plus organiser tes journées. Le 3e jour, fais un geste de fermeture, pas une grande cérémonie si ce n'est pas ton style.
Archive une conversation, range un objet, supprime un raccourci, change une habitude qui te ramène systématiquement au passé. Le cerveau apprend aussi par le contexte, les indices environnementaux réactivent les routines. Si ton téléphone t'offre chaque soir la même porte vers la rumination, tu peux déplacer la porte. Tu vois, nous revenons toujours à cette idée. Attirer n'est pas attendre. Attirer, dans le sens psychologique que je défends, c'est devenir plus congruente avec ce que tu dis vouloir. Tu veux la paix, il faut réduire certaines sources prévisibles de chaos. Tu veux un amour stable, il faut cesser de considérer l'instabilité comme sexy par principe. Tu veux du respect, il faut parfois accepter de perdre des personnes qui préféraient ton silence. Et voici un mini-hook que je veux que tu gardes pour la suite. Si la phrase que tu répètes change ton attention et si ton attention change tes choix, alors une question devient décisive. Quelle identité es-tu en train de renforcer chaque jour sans t'en rendre compte? Nous allons y arriver maintenant parce que c'est probablement la partie la plus profonde. Nous nous parlons rarement seulement au présent. Nous racontons qui nous sommes. Je suis timide, je suis celle qui aide, je suis malchanceuse en amour, je suis trop sensible, je suis indépendante. Ces identités ressemblent à des descriptions, mais elles deviennent parfois des ordres. Si je suis celle qui supporte tout, je vais supporter. Si je suis celle que les hommes quittent, je vais interpréter chaque distance comme le début d'une répétition. L'identité psychologique est utile parce qu'elle donne une continuité, mais elle peut devenir une prison quand elle ne se met pas à jour. Tu as être développé certaines stratégies à 20 ans pour survivre émotionnellement dans ta famille, ton couple ou ton environnement professionnel. À 55 ans, tu les utilises encore alors que le contexte a changé. C'est comme garder un parapluie ouvert dans le salon parce qu'il a plu en 1998. Le dialogue des 3 jours doit donc inclure une phrase d'actualisation: je ne suis plus obligé de fonctionner comme avant. Cette phrase reconnaît le passé sans lui donner le pouvoir exécutif. Tu peux ajouter: ce réflexe m'a protégé, maintenant je peux choisir autrement. Je trouve cette formulation importante parce qu'elle évite de mépriser la femme que tu as été. Elle a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle savait. Beaucoup de guérisons émotionnelles commencent quand on arrête d'insulter nos anciennes stratégies et qu'on les remercie avant de les remplacer. Hypervigilance, perfectionnisme, besoin de plaire, contrôle, évitement, certaines de ces habitudes ont eu une fonction. Si tu étais dans un environnement où l'erreur coûtait cher, le perfectionnisme a peut être été une armure. Aujourd'hui, cette armure est lourde. Tu peux la retirer sans prétendre qu'elle n'a jamais servi. La neuroplasticité ne signifie pas que tout est facile ni que le passé disparaît. Elle signifie que le système reste capable d'apprendre, à tout âge. Il peut renforcer de nouvelles associations, de nouvelles réponses, de nouvelles habitudes. Ce n'est pas une promesse de transformation instantanée. C'est une permission biologique de ne pas te condamner à répéter. Si tu as 58 ans et que tu te dis « je suis comme ça », demande-toi comme ça depuis quand et dans quelle situation. Tu découvriras peut-être que tu n'es pas comme ça partout. Tu es anxieuse avec certains hommes mais calme avec tes amis. Tu es passive avec ta sœur mais très ferme au travail. Tu es timide dans un groupe inconnu mais drôle avec tes proches. L'identité est souvent plus contextuelle que nous ne le croyons. Cette découverte est précieuse parce qu'elle te montre que la compétence existe déjà quelque part. Si tu sais poser des limites au travail, ton cerveau connaît la structure d'une limite. Il faut transférer cette compétence à l'intime. Si tu sais être compatissante envers une amie, tu connais déjà le langage de la compassion. Il faut apprendre à le diriger vers toi. Un exercice: choisis une qualité que tu crois ne pas posséder. Je ne suis pas courageuse. Puis, cherche 3 exceptions, des moments où tu as été courageuse, même de manière discrète. Peut être que tu as quitté une situation,
élever tes enfants seuls pendant une période, affronter une maladie dans ta famille, recommencer après une faillite, pris soin d'un parent, parler quand tu avais peur. Le cerveau adore les étiquettes globales, les exceptions, les fissures. Je veux être clair, tu n'attires pas nécessairement tout ce que tu désires. La vie contient du hasard, des contraintes, des injustices, des maladies, des pertes, des choix des autres. Dire à quelqu'un qu'il attire tout ce qui lui arrive est non seulement faux, mais parfois cruel. Tu n'es pas responsable de chaque blessure que la vie t'a infligée. En revanche, tu peux travailler sur ce que tu fais avec ce qui t'arrive. C'est moins spectaculaire, c'est aussi beaucoup plus humain. La responsabilité saine commence là où s'arrête la culpabilité magique. Tu n'as pas manifesté la trahison d'un autre. Tu n'as pas créé son mensonge par une mauvaise vibration. Mais tu peux apprendre à repérer les signaux que tu avais minimisés, à écouter tes limites, à demander davantage de cohérence. Tu reprends du pouvoir sans te condamner. Dans les relations, l'attachement sécurisé est souvent construit par des expériences répétées de fiabilité, pas par une phrase parfaite. Tu apprends progressivement, quand je parle, l'autre écoute suffisamment, quand je dis non, la relation ne s'effondre pas, quand il y a conflit, on peut réparer. Le cerveau enregistre ces expériences, c'est ainsi que de nouvelles attentes deviennent possibles. Mais pour recevoir ce type d'amour, il faut parfois tolérer quelque chose d'étrange, le calme. Si tu as longtemps vécu dans l'incertitude, le calme peut sembler vide. Tu peux te demander où est l'étincelle. Parfois, l'étincelle était surtout une alarme. L'amour rationnel n'est pas froid, il peut être passionné, sensuel, joyeux. Simplement, il n'a pas besoin de te mettre en état d'urgence pour exister. Regarde les 3 critères que je trouve utiles, cohérence, réciprocité, réparation. Cohérence, les mots et les actes se ressemblent assez souvent. Réciprocité, tu n'es pas la seule à initier, comprendre, organiser, pardonner. Réparation, après un conflit, chacun peut reconnaître une part, revenir, corriger. C'est pas parfait, c'est vivant et surtout c'est respirable. Tu veux attirer ce type de relation, commence par parler comme une personne qui croit ses critères légitimes. J'ai besoin de régularité, ce fonctionnement ne me convient pas. J'aimerais qu'on en parle, je ne veux pas continuer ainsi, la clarté n'effraie pas les bonnes personnes autant qu'on le croit. Elle effraie surtout celles qui avaient besoin de ta confusion. Je pense à une autre femme fictive, Élodie, 49 ans, qui disait « Je ne veux pas avoir l'air exigeante ». Son partenaire annulait régulièrement au dernier moment. Elle souriait, disait « Aucun problème », puis pleurait chez elle. Elle voulait paraître facile à vivre. Le problème est qu'elle était en train de rendre sa propre vie difficile à vivre. Je lui aurais demandé et si être facile à vivre signifiait aussi être facile à comprendre, dire clairement « Quand tu annules au dernier moment, je me sens peu considéré. Si cela continue, je ne vais plus organiser mes semaines autour de toi. Ce n'est pas une menace, c'est une information sur ton fonctionnement. L'amour sain n'est pas l'absence de conflit. C'est l'absence de besoin constant de se trahir pour éviter le conflit. Cette distinction change tout. Si tu dois supprimer ta colère, tes besoins, tes goûts, tes amis, tes projets ou ton intuition pour préserver la relation, tu ne préserves pas vraiment la relation. Tu préserves une structure qui exige ta disparition partielle. Alors parle-toi ainsi, je préfère une vérité qui me libère à une illusion qui m'occupe. Je sais la vérité peut faire mal, une relation peut être terminée, quelqu'un peut ne pas t'aimer comme tu l'espères. Un projet peut ne pas fonctionner. Une amie peut être devenue distante. Tu peux avoir perdu du temps. La cruelle vérité existe. Mais une vérité douloureuse finit souvent par ouvrir du mouvement. Une illusion douce exige une maintenance permanente. Et parfois, ce que tu désires vraiment se cache sous un désir plus visible. Tu dis je veux qu'il revienne, mais peut être que tu veux te sentir choisi.
Tu dis je veux perdre 10 kilos, mais peut être que tu veux te sentir à nouveau vivante dans ton corps. Tu dis je veux plus d'argent, mais peut être que tu veux de la sécurité et de la liberté. Le désir apparent est un symbole. Si tu identifies le besoin profond, plusieurs chemins deviennent possibles. Pose-toi cette question. Si j'obtenais exactement ce que je demande, qu'est-ce que je ressentirais